Bonsoir, je me présente, je suis Stéphane Chex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous ce soir. Malgré le beau temps, on a été plus fort, alors un double merci d'être ici. Ce soir, donc, nous allons parler des écrans qui occupent une place très importante dans nos vies, même dans nos vies d'adultes. Et on voulait savoir un petit peu où en sont les recherches. Quels sont les effets sur le développement des jeunes enfants? Quels sont les effets sur la santé mentale des adolescents? On va peut-être faire aussi un détour du côté des jeunes adultes. On va se poser la question aussi de savoir est-ce qu'il faut seulement raisonner en termes de temps ou il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Alors, pour nous parler de ces fameux écrans, nous aurons ce soir Caroline Fitzpatrick. Elle est professeure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le vivre ensemble, les médias numériques et les enfants. Avant de lui laisser la parole, je vais remercier la belle équipe du Cœur des Sciences. Donc, vous avez été accueillis par Perrine au tout début. Et puis, nous avons Yannick et Mika à la technique. Et Pierre-Luc se promène aussi dans l'amphithéâtre. Il va prendre quelques photos de l'événement. Voilà, donc merci à vous tous. Et puis, Pour le déroulement, donc la conférence va durer environ 50 minutes, peut-être 52, peut-être 48, et puis par la suite, nous aurons une période de questions. Vous avez des micros de chaque côté, alors pour les questions, il vous suffit de vous lever, et puis je distribuerai la parole. Donc évidemment, je vous demande de poser des questions courtes pour qu'on puisse en passer le plus possible. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle conférence, et puis je vous retrouve dans une cinquantaine de minutes. Donc, merci beaucoup, Stéphane, de m'avoir bien présenté. Merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Caroline Fitzpatrick, professeure à l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mes réflexions et des résultats de recherche que j'ai accumulés au cours des 10 dernières années. Et c'est des recherches collaboratives. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer en mettant de l'avant que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Donc, mes recherches sont tous subventionnées par des organismes canadiens, fédéraux ou provinciaux. Je ne reçois aucun financement de l'industrie. Donc, l'utilisation des écrans par les enfants et les jeunes est un sujet d'actualité qui suscite beaucoup de controverses. Donc, vous avez sûrement entendu parler de certains débats dans les médias populaires. Donc, pour alimenter un petit peu la controverse, Bill Gates et Steve Jobs auraient eux-mêmes admis, selon une entrevue, avoir élevé leurs propres enfants loin des écrans. Selon d'autres articles très popularisés, les téléphones intelligents auraient possiblement détruit une génération entière. Et au Québec, on se pose des questions si l'utilisation des écrans représente une menace pour la santé publique et la santé des jeunes. À fur et à mesure que les technologies évoluent, les débats évoluent également. Et très récemment, on a eu la nouvelle que le médecin-chef aux États-Unis a prononcé que les réseaux sociaux pouvaient représenter un facteur de risque pour la santé mentale des jeunes. Donc, on va essayer d'éclaircir qu'est-ce que tout cela veut dire aujourd'hui ensemble. Donc, aujourd'hui, tout d'abord, les enfants grandissent dans des environnements qu'on pourrait dire sont saturés par les écrans. Puis, ce que je veux dire par cela, c'est que comparativement à des enfants qui ont grandi il y a quelques générations, aujourd'hui, les enfants grandissent dans des foyers où est-ce qu'ils ont accès à plusieurs appareils. Les foyers sont aussi majoritaires à avoir accès à Internet à haute vitesse et des services de diffusion. Donc, tout cela va faire en sorte que les contenus sont accessibles en tout temps, donc ça augmente les possibilités de visionnement. Puis, ça va aussi augmenter la chance que les enfants et les jeunes vont utiliser des écrans tout seuls, sans accompagnement. En plus de tout ça, la plupart des ministères de l'Éducation à travers le pays encouragent l'incorporation de la technologie dès la maternelle. Donc, les enfants et les jeunes utilisent aussi beaucoup les écrans en milieu scolaire.
Et comme nous avons tous eu l'expérience, il y a eu une vraie explosion dans l'utilisation des écrans durant la pandémie, où on est devenu dépendant des écrans, pas seulement pour le loisir, mais aussi pour les activités de socialisation, de travail et les activités scolaires. Donc, présentement, les organismes qui sont préoccupés par la santé et le bien-être des jeunes ont mis de l'avant ou ont élaboré des recommandations en termes de temps d'écran. Donc, quelles sont ces recommandations-là? On recommande que les enfants en bas de 2 ans soient exposés à aucun temps d'écran, que les enfants de 2 à 5 ans soient exposés à un maximum de 1 heure de temps d'écran par jour, et pour les enfants 5 ans et plus et les adolescents, on recommande de 2 à 3 heures de temps d'écran de loisirs par jour. Donc, vous êtes peut-être surpris de ces recommandations-là. Je vais préciser que ce temps-là devrait exclure le temps consacré, par exemple, à utiliser un ordinateur pour le travail ou pour compléter des travaux scolaires. Donc, c'est uniquement le temps d'écran de loisirs qui est encadré ici. Et vous n'allez probablement pas être surpris que seulement environ la moitié des enfants respectent ces recommandations-là. Donc, il semble être difficile de respecter ces limites-là. Mais les limites sont quand même importantes. Et une des raisons pour laquelle ces limites-là existent, c'est parce que les comportements qu'on développe tôt dans la vie, particulièrement durant les années préscolaires, ont tendance à se maintenir à d'autres étapes développementales et même de s'intensifier à travers le temps. Donc, si on peut aider les enfants à développer des habitudes équilibrées avec le numérique en bas âge, on a une meilleure chance de les inoculer contre d'autres problèmes de santé qui pourraient être coûteuses à l'âge adulte. Donc, conceptuellement et théoriquement, on peut situer l'utilisation des écrans par les enfants et les jeunes et leurs conséquences dans un cadre écosystémique. Et dans ce sens-là, on conceptualise que l'utilisation des écrans et les conséquences vont être influencées d'une part par les caractéristiques individuelles des utilisateurs. Donc, ceci peut faire référence, par exemple, au sexe, à l'âge, à l'ethnicité, ainsi que les différentes interactions que l'utilisateur a avec ces différents milieux, comme ses interactions avec la famille ou avec les milieux scolaires. Et les utilisations vont aussi être influencées par des facteurs un peu plus distaux. Et cela pourrait être les conditions de travail des parents, ça pourrait être les ressources qui existent dans une communauté, les priorités mises en place par les ministères de l'Éducation, et aussi des facteurs plus macrosystémiques, comme par exemple les intérêts de l'industrie ou les lois qui encadrent comment les données sont utilisées par des plateformes de réseaux sociaux. Donc, beaucoup de recherches se sont penchées sur l'impact du temps d'écran, donc la durée de temps que les enfants accumulent devant les écrans et l'impact sur leur bien-être. Et c'est bien sûr une dimension importante de l'utilisation des écrans, la quantité de temps ou le temps d'exposition. Par contre, ce n'est pas la seule dimension qui est importante à considérer. On sait qu'à l'aide de plusieurs décennies de recherche, avec des devis expérimentaux rigoureux, que l'exposition en petite dose à des contenus de bonne qualité comme Sesame Street peut aider les enfants à développer certaines compétences scolaires. On sait aussi, par contre, que l'exposition à des stéréotypes liés au genre ou des stéréotypes raciaux ou de l'exposition à des scènes de violence peuvent avoir un impact négatif sur l'auto-estime des enfants et sur leur développement psychosocial. En plus des contenus, comment on utilise les écrans est aussi important à considérer. Donc, l'utilisation de technologies de vidéo chat comme Skype est associée avec des conséquences positives pour les enfants et pour leur famille si ça leur permet de rester en contact avec des membres de la famille éloignés ou des parents qui pourraient travailler éloignés de leurs enfants ou à des heures moins propices. Ça permet aussi de développer certaines compétences langagières. Donc, plusieurs bienfaits ont été associés avec l'utilisation du vidéo chat. En contraste, les utilisations plus passives, comme regarder des vidéos défiler sur YouTube, est susceptible d'apporter beaucoup moins de bienfaits éducatifs aux enfants.
Pour terminer, les contextes d'utilisation sont aussi importants à considérer et c'est une dimension qui a été jusqu'à date moins considérée dans les recherches. Donc, les contextes d'utilisation peuvent faire référence à comment les parents d'un enfant utilisent les écrans devant lui, à si l'enfant est exposé souvent à des écrans en arrière-plan, donc est-ce qu'il y a souvent du background screen qui l'influence. Et aussi, on parle aussi de qualité de l'accompagnement que l'enfant reçoit. Et finalement, dans le contexte, on peut aussi parler des moments d'utilisation et des endroits d'utilisation. Donc, les utilisations tard le soir, durant la nuit, seul dans sa chambre, sont susceptibles d'être beaucoup plus nocives pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Pour terminer, c'est aussi important de considérer toutes ces dimensions-là de l'utilisation en fonction des caractéristiques individuelles des utilisateurs. Donc, ceux-ci encore font référence au sexe, au genre, à l'âge, à l'ethnicité et aussi au profil de force et faiblesse de chacun. J'ai perdu le micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est revenu. OK. Et aussi, comme je disais, au profil de force et faiblesse de chacun. Donc, comment expliquer pourquoi les écrans, l'utilisation des écrans pourrait avoir un impact sur notre apprentissage, sur notre bien-être, sur notre santé? Donc, il y a 3 mécanismes que je vous propose ici. Celle qui est la plus souvent mise de l'avant dans la recherche, c'est la théorie ou l'hypothèse du vase communicant. Et donc, selon cette hypothèse-là, lorsque les enfants accumulent beaucoup de temps avec les écrans, ils ont simplement moins de temps à consacrer à des activités qui sont beaucoup plus bénéfiques pour leur développement ou leur santé, comme le sommeil, l'activité physique, le jeu imaginaire, les interactions avec les membres de la famille. Par contre, on sait aussi que les enfants apprennent en observant des modèles autour d'eux. Souvent, les modèles que les enfants vont choisir d'imiter, c'est des membres de leur famille, leurs frères ou leurs sœurs, mais les enfants peuvent également choisir d'imiter leur personnage préféré d'un film de super-héros ou de leur jeu de vidéo préféré. Donc, ce genre de mécanisme peut nous aider à expliquer certains impacts aussi des régimes médiatiques des enfants et des jeunes. Et pour terminer, on sait aussi que certaines utilisations des écrans peuvent être particulièrement perturbants pour nos systèmes attentionnels et pour les systèmes de la récompense. Et étant donné que les systèmes attentionnels et de récompense sont en développement en jeune âge, l'utilisation des écrans pourrait venir bouleverser ceci. Donc aujourd'hui, je vais me pencher sur 2 objectifs. D'une part, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre l'impact de l'utilisation des écrans sur les jeunes enfants. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre l'impact du numérique sur la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes adultes. Donc, je vais commencer avec une série d'études auxquelles j'ai participé à titre de co-auteur et de premier auteur au cours des 10 dernières années. Et c'est des recherches dans lesquelles on a étudié une cohorte d'enfants québécois qui sont nés en 1998 et qu'on a pu suivre pendant 20 ans. Donc, c'était une cohorte ici, on avait un échantillon de 1300 enfants québécois. Et on a mesuré, quand ils avaient 2 ans et 4 ans, la quantité de temps qu'ils passaient devant les écrans. Et étant donné que c'était une cohorte qui a grandi au début des années 2000, il s'agit principalement ici de la télévision. Donc, on a trouvé que les enfants qui avaient accumulé plus de temps devant les écrans à l'âge préscolaire arrivaient à l'école moins bien préparés. Et cela globalement. Donc, ils avaient des moins bonnes habiletés motrices, ils avaient des vocabulaires de plus petite taille et une moins bonne connaissance des chiffres. Ils étaient moins engagés dans leur salle de classe et ils avaient plus de difficultés dans leurs relations interpersonnelles. Donc, étant donné que la cohorte d'enfants qu'on a suivie a été suivie sur une longue période de temps, on a pu faire un suivi avec ces mêmes enfants-là lorsqu'ils étaient à la fin du primaire.
Et ce que nous avons trouvé, c'était que des effets assez stables. Donc, avoir passé plus de temps devant les écrans à l'âge préscolaire était associé avec un moins bon régime alimentaire, moins d'activité physique, un risque plus élevé d'être en surplus de poids et des moins bons résultats scolaires et plus d'isolement social. Et il s'agit ici de données corrélationnelles. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion cause à effet. Par contre, nous avons essayé de contrôler pour des facteurs externes qui auraient pu expliquer ces résultats-là. Donc, les résultats sont ajustés pour plusieurs caractéristiques de l'enfant, comme la présence initiale de problèmes de comportement et les caractéristiques de la famille, comme est-ce qu'il y avait des conflits dans la famille, est-ce qu'il y avait, on a regardé l'éducation du parent, on a regardé aussi la configuration familiale, s'il s'agissait d'une famille monoparentale ou non. Donc, comme j'avais mentionné, les contenus sont également importants à considérer. Donc, dans d'autres recherches, on a examiné si l'exposition des enfants à des contenus violents pouvait exercer un risque additionnel au-delà du temps qu'ils avaient accumulé devant les écrans. Et ce que nous avons trouvé, c'était que l'exposition à des scènes de violence à l'âge préscolaire avait un impact à long terme sur le développement psychosocial et aussi l'attention que les enfants portaient dans leur salle de classe. Et encore une fois, il s'agit de résultats corrélationnels, donc on a contrôlé pour certaines caractéristiques de la famille et des enfants. Finalement, comme chercheur en éducation, je suis très intéressée par les fonctions exécutives et leur développement, et je m'étais posé la question si le temps passé devant les écrans pouvait perturber les fonctions exécutives des jeunes enfants. Donc, c'est quoi les fonctions exécutives? C'est un ensemble de processus cognitifs volontaires qui sont extrêmement importantes pour le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos émotions et de nos comportements. Donc, il s'agit de la flexibilité cognitive qui nous permet de nous ajuster à des événements inattendus, la mémoire de travail qui nous permet de manipuler des informations, mettre à jour des informations en temps réel, et l'inhibition, qui représente un frein comportemental, qui nous permet d'arrêter un comportement C'est revenu? C'est revenu. OK. Ou automatique, assez longtemps pour emprunter une action qui serait mieux réfléchie. Donc, ensemble, les fonctions exécutives sont essentielles pour la prise de décision, pour l'anticipation des conséquences de nos actions, pour l'organisation et la planification. Et elles sont donc intimement liées au succès éducatif, au succès interpersonnel et même à l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, comme vous voyez dans le graphique ici, les fonctions exécutives évoluent tout au long de la vie. Par contre, elles ont une période de croissance particulièrement rapide entre les âges de 0 et 5 ans. C'est vraiment là que ça se passe. Et une des raisons pour laquelle les compétences de fonction exécutive vont évoluer dans cette période-là, c'est parce qu'il y a une maturation du cerveau et il y a une maturation du cortex préfrontal. Par contre, ce n'est pas seulement la maturation biologique qui permet aux enfants de développer ces compétences-là. Les enfants ont besoin d'échanges de bonne qualité avec des vraies personnes dans leur vrai environnement pour développer leur fonction exécutive à leur plein potentiel. Ils ont besoin d'interagir avec leur environnement et ils ont besoin de jouer à faire semblant. Donc, on pourrait s'imaginer que les enfants qui grandissent dans des environnements qui sont saturés par les écrans pourraient avoir moins d'occasions de pratiquer et développer leurs fonctions exécutives. Donc, avec des collègues à l'Université de New York, nous avons examiné dans un échantillon d'enfants américains, d'une part, est-ce que le temps d'écran a un impact négatif sur leur réussite scolaire en bas âge? Et nous avons trouvé que oui, plus de temps d'écran était associé à une moins bonne réussite scolaire au début du primaire. Mais on a aussi trouvé qu'une partie de cette association-là s'explique par une diminution au niveau des fonctions exécutives.
Et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que le lien qu'on a observé, le lien négatif qu'on a observé entre le temps d'écran et les fonctions exécutives était particulièrement prononcé, particulièrement fort pour les enfants de milieux défavorisés, donc ceux qui venaient d'une famille avec un revenu plus faible. Et encore, ceci est inquiétant étant donné que c'est chez les enfants défavorisés qu'on observe la croissance la plus rapide au niveau de leur temps d'écran, et ce, même avant la pandémie. Donc, les recherches que je viens de vous présenter sont basées sur des cohortes longitudinales, mais qui apportent beaucoup de richesse. Par contre, c'est des cohortes d'enfants qui ont grandi avant vraiment la popularisation des écrans portables. Et les écrans portables, vous le savez, on les utilise différemment que les écrans traditionnels comme la télévision. D'une part, ce sont des appareils qu'on peut connecter à l'Internet, donc cela fait en sorte que les contenus ils sont disponibles en tout temps et ils sont illimités. Leur conceptualisation est aussi pour un usage qui est individualisé et personnalisé. Donc, on les utilise plus seuls qu'en famille et ils sont portables. Donc, on peut les utiliser et on a même tendance à les utiliser dans le contexte de d'autres activités. Donc, c'est important de considérer aussi comment ces nouveaux appareils-là peuvent influencer le développement et la santé mentale des enfants et des jeunes. Donc, en 2019, lorsque j'étais professeure en Nouvelle-Écosse, j'ai reçu un financement de la province pour mener une enquête sur l'impact de ces nouveaux appareils-là et des anciens appareils sur le développement des tout-petits. C'est un financement que j'ai reçu avec ma collègue Elizabeth Harvey de l'Université Sainte-Anne, Mark Asbridge de l'Université Dalhousie et Rachel Barr de l'Université Georgetown. Donc, on a reçu notre financement en 2019 avec une date de collecte de données prévue pour l'hiver 2020. Et comme vous savez, on a eu la pandémie. Donc, on a été obligé d'arrêter la recherche ou changer nos plans. On a été capable, par contre, de transformer notre devis de recherche entièrement en un devis en ligne qui nous a permis d'aller étudier, en fait, les habitudes médiatiques des jeunes enfants pendant la pandémie. Donc, on vient de compléter un 3e temps de mesure. On a été en mesure de suivre environ 300 familles néo-écossaises et leurs enfants en 2020, lorsque l'enfant avait 3 ans et demi, un suivi en 2021 à 4 ans et demi, et un 3e suivi lorsque l'enfant avait 5 ans et demi. Donc, il s'agit ici d'un échantillon de la Nouvelle-Écosse. La majorité de nos familles vivaient dans la région urbaine de Halifax, mais on avait une représentation dans toutes les régions de la province. Donc, je vais vous présenter un petit peu de résultats de cette enquête-là que nous avons menée en temps de pandémie, en commençant avec les résultats de mon étudiante de maîtrise, Marie-Andrée Binet. Donc, tout d'abord, Marie-Andrée a regardé combien de temps est-ce que les enfants passent devant les écrans à 3 ans et demi, et on se souvient de la recommandation pour ce groupe d'âge-là. Donc, elle a trouvé tout d'abord que seulement environ 15 % des enfants de 3 ans et demi respectaient la recommandation. 50 % passaient entre 1 et 4 heures par jour avec les écrans. Et un tiers de notre échantillon, environ un tiers, dépassait 4 heures de temps d'écran par jour. Ensuite, elle a voulu voir si le temps d'écran, 1 an plus tard, avait un impact sur le développement global de ces enfants-là. Donc, le développement global comprend le développement de capacités de communication, résolution de problèmes, le développement personnel et social et le développement moteur. Donc ici, on a pour les enfants qui ont respecté la recommandation, il y en avait environ 7 % qui démontraient un certain risque de développer un retard de développement. Pour le groupe qui a passé entre 1 et 4 heures par jour, ce numéro-là, à risque, s'élève à 13 %. Et pour notre groupe de 4 heures et plus, environ un quart, un peu plus qu'un quart, s'est montré à risque de délai de développement global. On a aussi examiné si les effets étaient différents si on considérait seulement les tablettes. Et en fait, on a trouvé des effets plus prononcés lorsqu'on regarde seulement le temps passé avec les tablettes.
On s'est aussi intéressé à voir si le temps d'écran des enfants durant la pandémie avait un impact sur leur contrôle volontaire. Donc, le contrôle volontaire évolue aussi rapidement durant les années préscolaires, si la capacité de l'enfant de contrôler son attention et de contrôler ses comportements. Donc, ce que nous avons trouvé, c'était que plus de temps d'écran à l'âge de 3 ans et demi était associé avec une diminution dans les capacités de contrôle volontaire. On s'est aussi posé la question si peut-être que les enfants avec un moins bon contrôle volontaire choisissent de passer plus de temps avec les écrans ou que les parents en viennent à utiliser les écrans plus souvent avec ces enfants-là, mais on n'a pas trouvé de lien statistique dans cette direction-là. Vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que les enfants font avec les écrans? Certainement, c'est important à considérer. Donc ici, je vous donne un peu d'informations là-dessus sur les activités les plus populaires que les jeunes enfants font avec les écrans. Donc, vous pouvez voir que plus de 50%, c'est le streaming. Donc, c'est de regarder des vidéos en streaming. Et c'est plus de 50% qui rapportent faire cette activité-là à chaque jour ou plus souvent. Sinon, la deuxième populaire, c'est de regarder des contenus sur YouTube. En contraste, jouer avec des applications, lire des e-books, écouter des histoires audio ou regarder des photos sont beaucoup moins populaires. Donc, les contextes sont aussi importants à considérer. Et nous nous sommes intéressés à un contexte bien particulier, et vous avez peut-être déjà vu ce contexte-là ou été dans le contexte. C'est lorsque un parent utilise un écran pour calmer un enfant, pour éviter une crise de larmes. Donc, les parents sont relativement nombreux à rapporter utiliser cette pratique-là avec les jeunes enfants. Donc, on a regardé si l'utilisation fréquente des écrans pour calmer un enfant était liée au développement de l'autorégulation des jeunes enfants, et nous avons trouvé que cette stratégie-là, utiliser les écrans pour calmer un enfant, était associée avec un moins bon contrôle volontaire de l'enfant 1 an plus tard et plus d'expression de colère et de frustration aussi 1 an plus tard. Ici, l'inverse semble être vrai aussi dans une certaine mesure. Donc, les parents avec des enfants plus colériques, qui démontrent plus de colère et de frustration, avaient aussi tendance à avoir recours plus souvent aux écrans pour les calmer. Donc, ce que ceci suggère, c'est qu'il pourrait exister un cercle vicieux où l'utilisation des écrans pour calmer un enfant mène à une moins bonne régulation de l'enfant, ce qui mène le parent à utiliser encore davantage les écrans pour le calmer. Et tout cela peut faire en sorte que les enfants ont moins d'opportunités de développer des capacités internes de régulation de leurs émotions et de leur comportement. Donc, aussi en termes de contexte, mon étudiante de doctorat, Emma Cristini, travaille sur l'exposition indirecte, elle, aux écrans. Donc, ça, c'est lorsqu'un écran est allumé et que ce n'est pas l'activité principale de l'enfant. Peut-être qu'un adulte regarde la télévision ou l'écran, ou peut-être que personne ne regarde l'écran. Donc, en comparant 3 groupes d'enfants, des enfants qui n'étaient jamais exposés à la télévision en arrière-plan, ou ceux qui étaient souvent ou très fréquemment exposés, elle a trouvé que l'exposition, donc plus d'exposition indirecte aux écrans, était associée avec une moins bonne préparation scolaire, donc en termes de taille de vocabulaire de l'enfant, sa connaissance des chiffres et de son niveau d'attention. Donc, qu'est-ce que les parents peuvent faire? C'est quoi les stratégies qui sont gagnantes si on veut essayer de bien gérer l'utilisation des écrans par les jeunes enfants? Et ça, c'est une question pratique que je trouve importante. Donc, on a aussi travaillé sur ça dans mon laboratoire. Donc, on a décidé de comparer différentes stratégies de gestion que les parents utilisent et de voir si cela avait un impact sur le temps d'écran de l'enfant. En particulier, on a regardé si la gestion parentale pouvait contribuer au respect de la recommandation d'1 heure de temps d'écran par jour. Et ce que nous avons trouvé, c'était que les stratégies qui impliquaient mettre en place des limites claires sur les quantités de temps et les contenus étaient les plus susceptibles de réduire le temps d'écran de l'enfant 1 an plus tard.
Donc, les parents qui utilisaient des stratégies qu'on dit restrictives avaient 4 fois plus de chances d'avoir un enfant qui respectait les recommandations. Donc, juste pour donner un petit peu plus de détails, c'est quoi les pratiques restrictives? Ce n'est pas un terme qui est joli, mais c'est le terme qui est utilisé malheureusement dans la littérature. Donc, il s'agit ici de mettre en place des limites de temps, spécifier les moments de visionnement, quand est-ce que l'enfant peut utiliser les écrans, demander à l'enfant d'éteindre la télévision si les contenus sont inappropriés et spécifier à l'avance quel type de programme ou quel programme l'enfant peut écouter. Donc, je vais maintenant me pencher sur le deuxième objectif, mieux comprendre l'impact du numérique sur les adolescents et les jeunes. Donc, c'est important de considérer, d'une part, les impacts sur les tout-petits et d'autre part, les impacts sur les adolescents, en particulier parce que leurs utilisations sont différentes. Donc, les jeunes, les adolescents sont beaucoup moins supervisés dans leur utilisation. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux et passent plus de temps à jouer à des jeux vidéo, comparativement aux tout-petits. Et les caractéristiques des utilisateurs ici sont différentes aussi. Comparativement aux jeunes enfants, les adolescents peuvent être plus réactifs au niveau émotif, ils sont plus impulsifs, ils sont plus enclins à la recherche de sensations fortes. Et les adolescents deviennent aussi très sensibles à l'opinion des pairs. J'aimerais aussi mentionner quelques différences garçons-filles. Donc, les garçons et les filles passent des quantités de temps comparables avec les écrans. Par contre, leurs activités sont légèrement différentes. Donc, les filles ont tendance à faire plus de chats, passer plus de temps sur les réseaux sociaux, alors que les garçons jouent plus fréquemment aux jeux vidéo et sont plus susceptibles d'accéder à des contenus sexuellement explicites en ligne. Donc, encore ici, on voit que les jeunes passent beaucoup de temps avec les écrans. Donc, si vous regardez la barre verte foncée en haut, ce sont les adolescents et on voit une quantité de temps importante, 8h30 par jour passées avec les écrans. Puis, cette augmentation-là est probablement due à la pandémie, c'est des données 2021. L'utilisation des écrans ou le temps passé devant les écrans semble aussi varier selon des caractéristiques sociodémographiques. Donc, les enfants de milieux ou les ados de milieux défavorisés sont ceux qui passent malheureusement le plus de temps avec les écrans. Donc, ce n'est pas entièrement surprenant que les adolescents, les jeunes et les adultes passent beaucoup de temps avec les écrans, particulièrement avec les nouveaux appareils. Donc, les nouveaux appareils comme les téléphones intelligents, les tablettes, ont été conçus par des équipes d'experts en marketing, en psychologie de l'apprentissage et en économie comportementale, avec pour objectif de développer un produit qui allait être utilisé fréquemment et de manière continue. Et ces équipes d'experts-là n'ont pas manqué leur coup. Donc, les adultes rapportent avoir entre 30 et 150 interactions par jour avec leur cellulaire. Et selon une statistique que je trouve particulièrement inquiétante, 1 sur 3 Américains auraient même avoué préférer se passer de sexe que de leur téléphone. Donc, qu'en est-il de l'utilisation des écrans et la santé des jeunes et des adolescents? Donc, je vous présente ici les travaux de mon étudiante de doctorat, Rachel Surprenant, qui s'intéresse au temps d'écran et l'activité physique des jeunes adultes. Donc, dans ses travaux, Rachel a trouvé que les jeunes adultes, les cégepiens qui passent plus de 3 heures par jour avec les écrans sont moins susceptibles d'atteindre les recommandations en matière d'activité physique. Donc, ils sont actifs moins longtemps et sont actifs pour une intensité moins élevée. Et ils rapportent aussi moins d'intérêt envers l'activité physique et moins d'intention d'en faire. Et ce dont on entend le plus parler, c'est le lien entre l'utilisation des écrans, les réseaux sociaux et la santé mentale des jeunes.
Et ici, je vous montre un graphique qui montre l'évolution historique de symptômes de dépression à travers plusieurs décennies de garçons et de filles. Et je vous demanderais de regarder la pique très abrupte qui monte, et on remarque que ça se passe autour de 2012. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé en 2012? Bien, c'est ça. Donc, je pense que je l'entends, là. Donc, c'est vraiment l'explosion de popularité de la tablette et du téléphone intelligent. Le téléphone intelligent avait déjà été introduit, mais est devenu abordable pour tout le monde. Donc, c'est l'explosion de ces deux technologies-là. Ou c'est du moins ce que les chercheurs ont essayé de mettre de l'avant. Donc, il s'agit ici, encore une fois, de données historiques corrélationnelles. On ne peut pas dire que c'est la cause des symptômes de dépression, cet événement-là, mais il y a quand même une coïncidence dans le temps. Nous savons aussi que si on donne un sondage à des jeunes adultes et des adolescents, la majorité disent qu'ils considèrent eux-mêmes que leur utilisation des écrans est problématique. Et la grande majorité rapporte aussi qu'ils aimeraient changer leurs habitudes avec le numérique. Autre que ça, certaines recherches ont essayé de regarder des corrélations plus directes entre les utilisations des écrans et la santé mentale. Et ces études-là ont soulevé que l'utilisation des écrans est associée avec un risque d'augmentation dans les symptômes de dépression, d'anxiété, avec plus d'impulsivité, et aussi avec une diminution des comportements prosociaux. Les comportements prosociaux, ce sont les comportements altruistes d'entraide envers les autres. Chez les filles, on observe aussi un lien entre l'utilisation des écrans, particulièrement les réseaux sociaux, et le risque de développer une moins bonne image corporelle, qui devient ensuite un facteur de risque pour les troubles alimentaires. Donc, important là, de revenir là-dessus, je l'ai mentionné quelques fois, il s'agit de données corrélationnelles dans beaucoup de situations. Donc, c'est possible que les écrans aient un impact négatif sur la santé mentale des adolescents, mais on pourrait aussi se dire, mais peut-être que c'est les adolescents qui vont moins bien, qui vivent plus d'émotions négatives, qui sont en moins bonne santé, qui choisissent de s'évader dans les écrans, qui choisissent de passer plus de temps en ligne pour ressentir un sentiment positif. Donc, les deux possibilités sont réalistes et on doit toujours examiner cette existence-là d'une bidirectionnalité. Donc, pour essayer de soulever pour essayer de remédier un petit peu à cette limite-là, mes collègues et moi avons réalisé une recherche dans laquelle on a mesuré des symptômes de dépression d'adolescentes et leur temps passé en ligne de manière répétée à travers le temps à 13, 15 et 17 ans. Donc, on a mesuré leurs symptômes de dépression et la quantité de temps qu'elles passaient en ligne de manière répétée. Et ce que nous avons trouvé, c'était qu'il y avait un lien significatif à travers le temps entre le temps passé en ligne et le développement de symptômes de dépression. Donc, ça l'appuie qu'il existe un lien dans une direction. Par contre, les adolescentes qui étaient plus déprimées, qui avaient plus de symptômes de dépression, ne choisissaient pas ou ne finissaient pas par passer plus de temps en ligne. Donc, ça donne un peu d'appui qu'il y a au moins ce lien-là qui est robuste dans une direction. Mon stagiaire postdoctoral, Gabriel Tiraboshi, s'intéresse au temps passé en ligne et le développement de symptômes anxieux, donc d'anxiété généralisée et d'anxiété sociale, et il a trouvé lui aussi des liens dans une direction. Plus de temps passé en ligne était associé avec plus d'anxiété sociale et généralisée chez les adolescentes, mais il n'y avait pas de lien dans l'autre direction. Les jeunes adolescentes anxieuses ne choisissaient pas de passer plus de temps en ligne. Et similairement, avec les jeux vidéo, Gabriel a trouvé que les adolescents qui passaient plus de temps avec les jeux vidéo à l'âge de 12 ans étaient à risque de développer plus de symptômes de TDAH à l'âge de 13 ans. En revanche, il n'y avait pas de lien dans l'autre direction, donc avoir des symptômes de TDAH n'était pas associé avec une augmentation de l'utilisation des jeux vidéo, du moins dans notre échantillon.
Donc, j'arrive avec un peu de positif, j'espère au bon moment, j'espère que ce n'est pas trop tard. Donc, bien sûr, il y a du positif, sinon les jeunes ne passeraient pas énormément de temps sur les réseaux sociaux et ne passeraient pas énormément de temps avec leurs appareils. Donc, lorsqu'on réalise des sondages ou lorsqu'on on administre des questionnaires aux jeunes, ils rapportent que l'utilisation des réseaux sociaux leur apporte plusieurs bienfaits, dont une diminution dans leur sentiment de solitude, une augmentation dans le soutien perçu de leur entourage. Ça peut avoir pour effet d'augmenter leur confiance en soi. Et ça leur permet aussi, ce qui est très important, c'est l'exploration identitaire. Donc, l'adolescence est une période très sensible, très critique pour le développement identitaire. Et les jeunes, bien sûr, le font hors ligne, mais pour certains, la capacité de le faire en ligne peut être bénéfique. Les réseaux sociaux permettent aussi aux adolescents de maintenir et développer des amitiés, et ceci a été crucial durant la pandémie. Et je dirais aussi, si on revient au cadre écosystémique, on pourrait imaginer que la capacité d'utiliser les réseaux sociaux pour accéder du soutien ou pour accéder à des personnes qui sont dans des communautés similaires peut être une ligne de vie pour certains jeunes. Donc, imaginez un jeune qui fait partie de la communauté LGBTQ+, qui habite en région éloignée, qui voit personne qui lui ressemble ou qui vit les mêmes expériences que lui ou elle. La possibilité d'accéder à des groupes de soutien via les réseaux sociaux peut être extrêmement importante pour ce jeune ou d'autres jeunes qui se retrouvent dans une situation marginalisée. Donc, comme vous voyez, il y a du positif, il y a du négatif, ça semble paradoxal. Il y a une étude intéressante qui a été réalisée sur les utilisateurs de Facebook qui, selon moi, peut nous éclairer un petit peu sur cette contradiction-là. Donc, dans l'étude sur les utilisateurs de Facebook, les chercheurs ont remarqué que les utilisateurs qui rapportaient avoir des nombres plus d'amis, donc qui rapportaient avoir plus d'amis sur Facebook, avaient des niveaux de stress plus élevés. Donc, ils ont mesuré le niveau de stress par le niveau de cortisol lorsque les utilisateurs se levaient le matin. Plus d'amis, plus de stress semble, encore une fois, paradoxal. En même temps, ils ont observé que les utilisateurs qui avaient plus fréquemment des interactions avec leurs amis Facebook avaient des niveaux de stress plus faibles. Donc, ce que ceci suggère, selon moi, c'est que ce n'est pas les plateformes en tant que telles qui mènent à des problèmes de santé mentale, mais plutôt comment on les utilise. Les utilisations sociales, si on interagit souvent avec des amis, si on a des conversations enrichissantes, versus si on regarde défiler les contenus des autres et qu'on se compare aux autres de façon négative, c'est deux types d'utilisation qui sont susceptibles d'avoir des impacts très différents sur la santé mentale. Donc, j'avais mentionné que le contenu était important. Je vais en parler un peu ici aussi. Donc, encore une fois, la grande controverse, est-ce que l'exposition à des jeux violents peut mener à des conduites violentes? Donc, les études sur cette question sont en majorité corrélationnelles. Par contre, une analyse d'études, une méta-analyse de 400 études a conclu, ou on est arrivé à la conclusion que l'exposition à des jeux vidéo violents peut représenter un facteur de risque parmi plusieurs, parce que c'est un phénomène complexe, mais un facteur de risque significatif qui peut augmenter le risque de conduite agressive. L'inverse est vrai aussi. Jouer à des jeux vidéo dans lesquels on commet des actes prosociaux, donc jouer à des jeux prosociaux peut aussi avoir un petit impact positif sur la fréquence à laquelle les utilisateurs démontrent des comportements d'entraide. Il semblerait avoir des risques aussi particuliers pour les jeux de tireurs à la première personne. Donc, un laboratoire de recherche ici à l'Université de McGill s'est penché sur la question et ils ont utilisé ici un devis expérimental. Donc, ils ont divisé les joueurs en deux groupes, les jeunes adultes en deux groupes. Le premier groupe était assigné à 90 heures de jeux vidéo tireurs à la première personne et l'autre groupe a été assigné à un jeu de plateforme. Je pense que c'était Super Mario Bros.
Et après 90 heures, les chercheurs ont mesuré, ont regardé les images du cerveau des joueurs. Donc, ceux qui avaient joué à 90 heures de jeu de tir à la première personne avaient une diminution au niveau du volume de leur hippocampe. L'hippocampe, c'est une petite structure dans le cerveau qui est essentielle pour l'apprentissage, mais dont le volume est également très important pour protéger de certaines maladies, dont la dépression et l'Alzheimer. Donc, une diminution du volume de l'hippocampe, ce n'est pas une bonne chose. En même temps, ils ont observé une augmentation dans le volume du noyau codé. Augmentation peut sembler comme une bonne chose, mais ici, non. Le noyau codé, c'est une structure qui est responsable des comportements répétitifs, de l'addiction et de la gestion de la récompense. Donc, un noyau codé élargi, c'est ce qu'on retrouverait dans quelqu'un avec un problème généralement d'abus de substances. Encore une fois, dans le corrélationnel, une étude récente a fait une analyse de 42 études ayant examiné si l'exposition à des contenus sexuellement explicites ou la pornographie pouvait avoir une incidence sur les conduites agressives des adolescents. Et cette étude a tiré comme conclusion que l'exposition des adolescents à la pornographie était associée avec une augmentation des conduites agressives et des conduites sexuellement agressives au sein de leur couple romantique. Je vais terminer avec quelques bienfaits aussi de certains contenus. Il y a des recherches parfois qui soulèvent des bienfaits des jeux vidéo et ce sont des vrais résultats, ce ne sont pas des mythes. Donc, particulièrement les jeux qui impliquent la logique, des puzzles ou les jeux de plateforme peuvent avoir des bienfaits pour l'apprentissage, pour l'attention visuelle, pour la mémoire. Et en voici quelques exemples pour vous aider lors de votre magasinage de Noël. Je vais terminer ici avec quelques infos sur les contextes d'utilisation. Donc, les téléphones portables, c'est super, on peut les amener partout. Et par contre, une des conséquences, c'est qu'on finit par les utiliser souvent en contexte de multitâche. On essaie de terminer un texto pendant qu'on est en train de cuisiner ou on fait nos devoirs et on alterne pour répondre à quelqu'un qui vient nous écrire sur Facebook. Donc, selon la neuroscience, je suis triste de vous apprendre que le multitâche serait un mythe. Donc, on ne fait pas plusieurs choses en même temps, à moins que ce soit des tâches extrêmement faciles, comme mâcher de la gomme et marcher. Ça, on est capable. Mais les tâches qui sont un petit peu plus exigeantes, on a peut-être l'impression de faire deux choses en même temps, mais en réalité, on est dans un état d'attention divisée où est-ce qu'on est en train d'alterner très rapidement entre deux tâches. Et lorsque nous sommes dans un état d'attention divisée, il se produit plusieurs choses. D'une part, c'est extrêmement énergivore pour le cerveau d'alterner entre deux tâches. Donc, on se fatigue plus facilement, plus rapidement. C'est aussi beaucoup moins efficace qu'un état d'attention profonde, donc on fait plus d'erreurs. Donc, au final, le multitâche, c'est coûteux, ça nous prend plus de temps, on fait plus d'erreurs et c'est épuisant. Donc, c'est mieux de faire une chose à la fois. Encore une fois, les moments et endroits d'utilisation peuvent apporter des risques additionnels. Donc, les jeunes ont souvent tendance à utiliser les écrans tard le soir ou durant la nuit, et ceci peut être particulièrement perturbant pour la santé mentale. On voit aussi dans les recherches en épidémiologie que les accidents dus à l'utilisation du cellulaire en conduisant sont malheureusement à la hausse chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc, en termes de contexte, je vais me pencher ici un petit peu plus sur le contexte psychologique. Donc, un contexte que je trouve très intéressant, c'est de considérer qu'est-ce qui motive l'utilisation des écrans. Et ça, c'est, je pense, peut-être un bon point de départ pour sensibiliser les personnes vis-à-vis de leurs habitudes. Donc, en général, les utilisations qui sont motivées par l'ennui ou l'évasion sont beaucoup plus susceptibles d'avoir un impact négatif sur le bien-être et sur la santé mentale. En contraste, les utilisations qui sont motivées par un désir de passer du temps avec des amis ou pour rejoindre un groupe de soutien sont, eux, susceptibles d'avoir porté des bienfaits sur le bien-être et la santé mentale.
Donc, je termine ici avec quelques suggestions. Pour les jeunes enfants et les adolescents, c'est important de les accompagner, mais la qualité ou le mode d'accompagnement doit être adapté au stade développemental. Donc, pour les jeunes enfants, on a un petit peu de preuves, un petit peu de recherche qui appuie que les restrictions, les règles claires sont susceptibles de bien fonctionner, surtout si on les met en place avant que l'enfant commence à utiliser les écrans. Pour les adolescents, ce genre de stratégie-là n'est pas susceptible de fonctionner. En fait, les recherches démontrent le contraire, que c'est une stratégie qui peut avoir l'effet inverse. Donc, pour les adolescents, on conseille plutôt la discussion, la sensibilisation, l'autonomisation. Pour aider les parents, donc, les psychologues et les pédiatres recommandent de plus en plus l'établissement d'un plan familial. Donc, le plan familial devrait être détaillé, sur mesure, prendre compte des différences de chaque membre de la famille et peut préciser, bon, c'est quoi les limites d'utilisation, quelles sont les utilisations à éviter ou celles qui sont à privilégier. Un plan familial peut aussi, par exemple, préciser que les moments de famille ou durant les heures de repas, durant les activités, on n'utilise pas d'écran. Et bien sûr, avec cela, c'est extrêmement important pour les parents de montrer un bon exemple avec l'utilisation des écrans. Et pour terminer, quelques suggestions pour les milieux de garde, le milieu scolaire. Donc, les enfants, comme je vous ai montré aujourd'hui ici, les enfants accumulent beaucoup de temps avec les écrans déjà dans leur temps de loisir. Donc, je pense que c'est important d'essayer de faire en sorte, particulièrement dans les milieux de garde ou dans le premier cycle du primaire, d'éviter les écrans pour le loisir, malgré que c'est une pratique qui existe quand même de jouer des films pendant les heures du midi ou pendant les collations. Les écoles peuvent aussi travailler avec la communauté pour organiser des événements, des défis sans écran ou organiser des activités sans écran, des activités sportives, culturelles ou artistiques. Et encore une fois, les enfants sont généralement plus actifs à l'école qu'ils le sont à la maison. Donc, c'est un endroit privilégié pour favoriser le mouvement, l'activité physique, pour les initier à une variété d'activités aussi qui peuvent être physiques et ou sportives. Donc, je vous laisse ici quelques ressources que je trouve excellentes, qui peuvent être des ressources cliniques ou pour les parents ou pour les jeunes eux-mêmes. Et j'aimerais terminer en remerciant chaleureusement mon équipe, mes collaborateurs, les bailleurs de fonds et aussi vous, l'auditoire, de m'avoir écouté si attentivement. Merci.